Actuellement, au Canada, c'est la 5e cause de mortalité. Et dedans, on a beaucoup de gens pauvres, handicapés, qui n'ont pas les moyens de payer leur chimio, à qui on propose l'euthanasie. Il y a un exemple flagrant, j'ai plus son nom, mais c'est une ancienne championne olympique qui était handicapée, qui a demandé aux aides sociales au Canada, est-ce que vous pouvez m'aider à me financer une rampe pour rentrer chez moi, pour faire avancer mon fauteuil roulant? Il lui a été répondu, non, on vous donnera pas d'argent pour vous aider à avancer votre fauteuil roulant pour rentrer chez vous. Il serait peut-être temps de commencer à penser à l'euthanasie. Bonjour Éric Mercier, bienvenue sur Tribune Libre. Bonjour Stéphanie, merci pour votre invitation. Et je vous en prie. Vous êtes infirmier, est-ce que vous pourriez me parler, présenter votre métier ? Je suis infirmier depuis 95 et dans le soin depuis 91. Là, techniquement, sur les 25 dernières années, j'ai principalement fait des soins d'hémodialyse, qui est une forme de soins palliatifs. Ce n'est pas de l'unité de soins palliatifs, mais c'est une forme de soins palliatifs. Et depuis une quinzaine d'années, je suis également formateur en ergonomie, en EHPAD, clinique, hôpitaux. Voilà. Et je suis passé quelque temps comme infirmier libéral dans le milieu rural, infirmier dans les hôpitaux parisiens, pompier de Paris également, et infirmier militaire également quelques années. L'objet de cet entretien, c'est la loi sur l'aide à mourir. Ouais. J'ai des questions très simples pour les personnes qui sont pas au fait de ce qui se prépare en fait. D'abord, on sait qu'il y a notamment une loi qui existe déjà, qui s'appelle la loi Claes-Leonetti, Oui. du nom d'un député. Oui. Est-ce que vous pourriez nous en parler pour poser les choses déjà La loi Claes-Leonetti, qui remonte à 2016, en fait, est une loi qui, dans les grandes lignes, déclare que si un patient en a fait la demande dans ses directives anticipées, si il a des douleurs incommensurables, tout ça étant cumulatif, en plus des douleurs incommensurables, et si manifestement il est quasiment en phase agonique où il se dirige vraiment plus sur la fin de sa vie, sur ses derniers jours, ce qui est une problématique. La temporalité, c'est très très difficile de dire telle personne est à la fin de sa vie. Mais bon, si vraiment il est engagé dans une approche de survie qui devient plus que problématique, si ces 3 points sont cumulés, on peut, à sa demande, le placer en sédation. Après, il y a différents niveaux de sédation, mais il y a la sédation légère, et la plus connue d'entre toutes, c'est la sédation profonde et continue jusqu'au décès. C'est-à-dire qu'on peut lui proposer de dormir, d'être en anesthésie générale. En parallèle, si le patient n'est plus en capacité de s'exprimer, il est possible, par le biais d'une collégialité, d'une rencontre et d'un échange entre différents médecins, de prendre la décision de le mettre en sédation profonde et continue jusqu'au décès. Avec la sédation profonde et continue jusqu'au décès, la plupart du temps, il y a aussi la situation de LAT, L-A-T, limitation, arrêt, traitement. C'est-à-dire qu'on décide de stopper les thérapeutiques, tous les traitements, et puis bien souvent stopper l'alimentation et l'hydratation. Et puis on va attendre que la personne dans le sommeil finisse par s'éteindre. Ça, c'est vraiment l'approche vraiment très théorique et réglementaire. Les vrais beaux soins palliatifs qui existent encore en France, mais qui sont particulièrement malmenés, les vrais beaux soins palliatifs parviennent à accompagner les gens jusqu'au dernier souffle, sans sédation profonde et continue jusqu'au décès. Soigner, c'est définitivement du sur-mesure. Soigner en masse, c'est l'inverse de soigner.
Et soigner en soins palliatifs, c'est, on va dire, de l'ultra sur mesure. C'est vrai que la première tâche en soins palliatifs, en unité de soins palliatifs, mais pas que, aussi, normalement en EHPAD ou ailleurs, parce que les EHPAD font aussi du soin palliatif. Voilà, la première des tâches, ça va être de casser la douleur, qui est souvent confondue avec la souffrance. C'est quoi la différence ? La douleur, on va plus être sur une approche physique, et la souffrance, on va être sur une approche physique plus morale, on va dire, ou psychologique. Donc on parle tout le temps de l'approche de la souffrance, mais simplement stopper déjà la douleur physique, mais dans 99% des cas, on peut stopper la douleur physique, et les gens peuvent recommencer à respirer, se tourner dans leur lit, parfois s'asseoir. Certains peuvent recommencer à déglutir, manger un petit peu, envisager les prochaines semaines qui sont les dernières semaines sous un autre angle. La douleur physique est par définition ce à quoi on doit s'attaquer en premier, le plus possible, avec évidemment la souffrance plus globale, le tout étant dans une approche aussi où il faut vraiment veiller à lutter plus que tout contre l'obstination déraisonnable. L'obstination déraisonnable est différente, du fait de l'acharnement thérapeutique. Ce sont des pièces de puzzle très proches, la crête qui les relie est très fine. L'acharnement thérapeutique, c'est je vais me battre au maximum pour vous sauver. C'est quelqu'un qui est coincé sous un autobus dans une situation catastrophique. C'est, je ne sais pas moi, un soldat qui a reçu une balle ou un boulet de canon, pensons par exemple aux guerres napoléoniennes, et c'est un chirurgien qui va couper le reste de la jambe pour la suturer et qui va s'acharner à essayer de sauver la personne. L'acharnement thérapeutique dans l'histoire a permis de grandes avancées chirurgicales notamment. Donc l'acharnement thérapeutique, c'est pas nécessairement quelque chose de mauvais, ça peut même être quelque chose de plutôt bon. Et c'est souvent confondu avec une pièce de puzzle qui est juste à côté, qui est l'obstination déraisonnable, et c'est compliqué. C'est compliqué. À quel moment on quitte l'acharnement thérapeutique, à quel moment on rentre dans l'obstination déraisonnable, où là la personne est véritablement en train de mourir, elle est rentrée dans sa phase agonique qui peut durer plusieurs heures, parfois plusieurs jours, et on continue dans l'obstination déraisonnable à lui faire des piqûres, à lui injecter quantité de choses, à lui mettre quantité de tuyaux pour essayer de la sauver. Non, l'obstination déraisonnable, c'est quelque chose contre laquelle il faut lutter, évidemment. Tout le monde est OK avec ça. Simplement, comme je disais il y a quelques instants, on est dans de l'ultra sur mesure. Il n'y a pas un cas qui corresponde à un autre, c'est toujours différent. Donc c'est très compliqué et il faut des soignants passionnés au plus près de la douleur, c'est-à-dire à distance d'un bras, pour pouvoir se former, apprendre et former les autres et savoir comment appréhender ces problématiques-là. Tout ça est fonction du degré de tolérance à la douleur, à la souffrance, fonction aussi des croyances des patients, c'est du cas par cas. Voilà, exactement. C'est complètement du cas par cas. Il n'y a pas un cas qui ressemble à un autre. Il faut être à l'écoute du patient, il faut inclure la famille, il faut inclure, si ça existe et si c'est possible, sa spiritualité, quelle qu'elle soit, ou voire son absence de spiritualité, pourquoi pas. Il faut être au plus près des besoins de notre patient. Et ça, en théorie, la loi Claes-Leonetti devait parvenir à ça. Sauf que très tôt, beaucoup de gens ont informé que dans la sédation profonde et continue jusqu'au décès, il y avait quand même un risque d'une euthanasie officieuse qui ne dit pas son nom, derrière un voile pudique qui s'appelle « Faisons dormir la personne, attendons et le reste ne nous appartient pas ». Oui, sauf que faisons dormir la personne, c'est faisons-la dormir à partir de protocoles, où certes on peut utiliser de la morphine, au cas par cas, il n'y a pas que la morphine, mais
petite dose ou grande dose, et ça, ce sont les unités de soins palliatifs qui maîtrisent très très bien ce type de sujet. Mais faisons aussi dormir la personne avec des protocoles de midazolam, plus connus sous le nom d'Hypnovel, parfois reliés à des furosémides, donc du Lasix pour déshydrater la personne, et parfois reliés à des anticholinergiques comme la scopolamine, les petits patchs de scopoderme que l'on met, dans des cas vraiment heureusement rarissimes, mais que l'on voit malheureusement. On a aussi des cas d'utilisation de potassium. Toutes ces molécules sont bonnes, enfin, à ma connaissance, sauf peut-être la scopolamine quand même, j'ai trop de doutes sur la scopolamine. Toutes ces molécules sont bonnes à partir du moment où elles sont utilisées dans les règles de l'art. L'Hypnovel, c'est très bien au bloc opératoire ou chez les anesthésistes réanimateurs en réanimation médicale ou chirurgicale dans les soins intensifs. C'est très bien, il faut utiliser l'Hypnovel, c'est un très bon outil. Mais dès lors que l'on augmente ses doses et que l'on travaille sans titration, la titration c'est j'injecte une microdose et j'attends quelques minutes. Encore une microdose, j'attends quelques minutes. Et la personne, on voit à partir de quel moment elle finit par s'endormir. Quand on n'utilise pas la titration et qu'on met tout de suite de l'Hypnovel beaucoup trop fort, on fabrique de l'œdème pulmonaire. En tout cas, c'est ce que déclare Joël Zivot, Z-I-V-O-T. Il faut que vos internautes aillent vérifier les travaux de cet anesthésiste réanimateur au Canada, aux États-Unis, qui a plus de 300 autopsies dans les prisons américaines et qui, depuis 2014, explique à 84% ce qu'il a vu sur les œdèmes pulmonaires, les œdèmes aigus du poumon avérés. Puisque c'est quand même quelqu'un qui est passé devant des cours de justice américaines. Vous savez que là-bas, aux États-Unis, quand on prête serment et qu'on dit qu'on va dire toute la vérité, on a plutôt intérêt de vraiment dire toute la vérité. Il y a quand même une combinaison orange qui vous attend au bout du couloir. Et Joël Zivot est totalement décontracté sur les travaux qu'il a présentés, demandés par des avocats, demandés par des procédures judiciaires reliées vraiment à des gens de très haut niveau. Bon voilà, les travaux de Joël Zivot sont carrés, mais si on va outre-Atlantique, intéressez-vous aux témoignages donnés par Jackie Devoy sur Twitter, en Angleterre, voyez, allons sur un autre continent et on vous parlera des problématiques d'œdème pulmonaire. En Angleterre, vous avez un témoignage très fort de Alicia Duncan, toujours sur Twitter, par le biais de Jackie Devoy. On a également le témoignage de Craig Smith. Fouillez tout ça, allez voir, et vous verrez ce que peuvent dire des Anglais au sujet de l'utilisation du midazolam dans le cadre de sédation, mais déjà depuis largement plus de 10 ans. Donc, Devoy, ça s'écrit comment ? D-2-E-V-O-Y. Et le midazolam, parfois ça peut donner une mort pas si douce que ça, une sensation de noyade ? Oui, c'est tout le problème. Je peux imaginer, je discutais dernièrement avec une grande infirmière formatrice en soins palliatifs qui me disait « Mais moi Eric, j'utilise le midazolam en soins palliatifs, mais je peux le comprendre. » Mais à partir du moment où on a affaire à une grande professionnelle qui maîtrise cet art, il faut savoir que le midazolam, il a une demi-vie assez courte. Vous pouvez endormir quelqu'un pour 30, 40 minutes, une demi-heure. Et dans quelques cas, pour moi c'est difficile de le dire, mais je veux bien l'admettre, on peut parfois endormir quelqu'un pendant 3 heures, 5 heures, une journée, 2 journées. Je ne suis pas pratiquant, je ne suis pas infirmier d'unité de soins palliatifs. Donc je peux entendre qu'on puisse faire ce type d'injection, mais ça demande une complexité, une présence, une surveillance quasi hors norme, unique. C'est très très complexe parce qu'il faut arrêter dès que les poumons se remplissent, et les poumons vont se remplir. À 84%, comme le disait Joël Zivot. Donc dès lors que c'est mal utilisé et que c'est utilisé en masse, et c'est ce que l'on retrouve le plus, y compris des infirmières libérales. Moi je me souviens très très bien d'une infirmière libérale venant dans ma famille pour quelqu'un de très très proche sur une fin de vie et disant je vous ai mis une petite poche d'Hypnovel, si vous avez besoin, si vous voyez qu'il y a un petit peu d'agitation, qu'il faut faire dormir un peu la personne, vous ouvrez la petite molette, n'hésitez pas. Mais
on tombe de sa chaise. Mes chers collègues, dans cette petite poche, c'est de l'Icnovel. C'est un médicament qui n'était utilisé qu'en bloc opératoire et pas à domicile, encore moins par la famille. Donc le midazolam étant vulgarisé à l'extrême sur des doses beaucoup trop fortes, eh bien, on fabrique effectivement de l'œdème pulmonaire, les poumons vont se remplir tout doucement de flotte, c'est des sacs, hein, ça va se remplir. Quand vous avez une bouteille d'eau, si elle est pleine d'eau, vous avez une surface au fond de la bouteille, mais si vous mettez la bouteille à l'horizontale, vous voyez bien qu'il y a une surface de contact sur les parois de la bouteille beaucoup plus longue. Bon, bah, si la personne est assise ou si elle est allongée, la flotte va s'étaler sur une surface pulmonaire beaucoup plus importante et la personne va perdre en capacité respiratoire, elle va rentrer en polypnée, il va y avoir possiblement une acidose métabolique qui va s'installer, la personne va être dans la souffrance, mais dans le silence. Non, c'est pas du boulot, ça, c'est pas du boulot. Donc si on donne des moyens à des unités de soins palliatifs en quantité de postes, en nombre de lits, en horaire pour qu'une infirmière soit ultra présente dans du micro-détail, et puis si on leur donne des moyens pharmacaux contre la douleur, etc., je peux imaginer, et je maintiens que c'est difficile pour moi de le dire, mais je peux imaginer qu'on utilise du midazolam, mais dans des cas, mais rarissime, avec vraiment une présence professionnelle au top. Et là, c'est l'inverse qui se passe. On marche sur les œufs, c'est un dosage qui doit être extrêmement précis. Voilà, et une fois de plus, le midazolam est fait pour du bloc opératoire et des unités de soins intensifs. Il n'est pas fait pour être utilisé comme ça. Et quand les personnes en plus ont les sédates, on arrête leur nourriture, on arrête leur hydratation, on les met sous furosémide pour qu'il y ait moins d'eau dans les poumons, pour qu'ils se déshydratent, mais ils ressemblent à des raisins secs. Et c'est une grande souffrance que de mourir par déshydratation. Et quand en plus on leur met un anticholinergique, de la scopolamine derrière l'oreille, pour que le mucus bronchique soit un petit peu plus épais, mais sauf que la scopolamine, ça provoque cauchemar, hallucination, la personne, elle a beau être dans le silence total, c'est une mort qui est plutôt moche. Et ça me fait du mal de le dire comme ça, parce que dernièrement, j'ai rencontré une famille avec des gens qui ont quelqu'un qui est qui a une maladie de Charcot et pour qui l'issue va être possiblement compliquée, pas toujours, mais ça peut arriver. Et ce sont des personnes à qui on a dit non, mais vous aurez la sédation, ne vous inquiétez pas, ce sera parfait, ce sera impeccable. Non. Ça peut très bien se passer à condition de tomber dans une unité de soins palliatifs qui a encore les moyens de bien travailler, et cette personne peut être accompagnée dans de bonnes conditions, mais unité de soins palliatifs à 100% ne veut pas dire ok, on vous garantit que. Donc ça m'embête que des gens souffrent en entendant ce que je dis. Je suis un peu l'apporteur de mauvaises nouvelles, mais voilà quoi. La loi Claes-Leonetti, en fait, ça fait appel à un collège de médecins, mais qui est en accord aussi avec une partie de la famille, des proches. C'est bien ça ? Il faut que tout le monde signe le document. Ça dépend. Sur des familles où quand il n'y a pas de famille, dans les règles de l'art, la collégialité, c'est un médecin qui intervient avec d'autres collègues. En général, on inclut aussi des infirmières, des psychologues, on fait intervenir toute l'équipe qui est autour. À la fin, au bout du bout, c'est le médecin premier qui a lancé la procédure qui, lui, décidera s'il lance ou pas la procédure de sédation profonde et continue, mais il doit, jusqu'au décès, mais il doit pouvoir, argumenter et fournir l'info qu'une réunion a été faite avec un compte rendu de réunion. La collégialité, c'est pas deux coups de fil entre deux collègues médecins. La collégialité, il y a une réunion, un minimum pour pouvoir argumenter de la situation. Et dans certains cas, il y a les familles, mais dans d'autres cas, il peut s'avérer qu'il n'y ait pas de famille. Ça peut arriver. Ouais. Donc vous avez assisté à ces situations plusieurs fois? Non. Moi, c'était différent. On était à la périphérie, ça nous est arrivé parfois, mais dans le cas de l'hémodialyse, on était assez peu, on était un petit peu mis de côté quand même. On était un peu mis de côté. Nous, on était plus sur l'approche arrêt de dialyse, où
comment dire, le patient, quand il est en pleine capacité de ses moyens, il a le droit de demander « je veux arrêter la dialyse », donc il peut malheureusement décéder en quelques jours, quelques semaines. Moi j'ai vu des gens, j'ai vu un monsieur demander l'arrêt de sa dialyse, on était sûr et certain qu'il allait mourir dans la semaine, et 6 mois plus tard il était encore vivant, quoi. Donc c'est compliqué. Il n'y a pas de règle. Ouais, voilà, on a de fortes suspicions ou présomptions. On se dit voilà, on va vraiment partir dans une direction ou l'autre, mais la vie c'est compliqué. Hein. La vie, elle se défend même quand on n'y croit pas, quoi. Là, actuellement, vous êtes fort inquiet parce que vous faites face à une proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale relative au droit à l'aide à mourir. Et là, c'est encore une autre histoire. Vous pourriez nous en parler ? Oui, il faut que les gens comprennent que sur le projet de loi euthanasie tel qu'il est présenté, la question n'est pas êtes-vous pour ou êtes-vous contre ? Ça, c'est ce que la loi vous propose et les débats à l'Assemblée nationale et au Sénat vous proposent. La réalité, ce que vous devez comprendre, c'est avez-vous compris qu'il s'agit dans cette loi d'une proposition d'euthanasie de masse ? C'est ça, ni plus ni moins, avec une autorisation de tuer par des soignants. On marche sur la tête. Si les gens n'en sont qu'au stade de dire « Ah ben moi je suis un petit peu pour, parce que quand même il y a des gens, dans certains cas, la liberté de décider de se tuer, etc. » Ou d'autres un peu contre, parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose de... non, c'est pas un débat d'opinion, c'est un débat de réalité, notamment de réalité juridique, qui font que les médecins vont déchirer leur serment d'Hippocrate. C'est terminé. Comment dire, la relation de confiance que les gens auront avec leurs infirmières et les médecins, ben, ce sera terminé. Il y aura toujours un biais de méfiance, et puis il y aura une autorisation légale de tuer. C'est inscrit dans le projet de loi. Vous pourriez expliquer les points forts de ce projet de loi ? La vraie clé de voûte, c'est l'article 2. L'article 2 du projet de loi 661, tel que ça a été envoyé de l'Assemblée nationale au Sénat, et là du Sénat c'est renvoyé à l'Assemblée nationale en deuxième lecture, c'est le projet de loi 2041, comme ça vous irez vérifier, indique dans l'article 2, le droit à l'aide à mourir est un acte autorisé par la loi au sens de l'article 122.4 du Code pénal. Normalement, dans le monde logique, tout s'arrête là. Si vous êtes en train de parler de l'article 122.4 du Code pénal, allez vérifier, il s'agit de l'article du Code pénal qui permet d'annuler la responsabilité de quelqu'un qui vient de tuer une autre personne. Vous allez me dire, mais qui peut tuer une autre personne et pénalement être déclaré irresponsable? Ben, c'est des cas assez rares, mais c'est plutôt les forces de l'ordre. Un policier a une arme létale sur lui, il peut l'utiliser et provoquer délibérément la mort de quelqu'un, et il sera déclaré irresponsable s'il a agi dans le cadre d'une procédure parfaite. Bon, techniquement c'est toujours un malheur, quoi qu'on dise c'est toujours un malheur. Mais un policier peut pas tirer comme ça, comme il veut. On n'est pas dans d'autres pays. En France, c'est très 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 compliqué. Mais si, après enquête, il s'avère qu'il a respecté la procédure, l'article 122.4 va lui dire « Ok, vous avez tué, mais vous êtes déclaré irresponsable ». Pour schématiser, avant le 122.4, il y avait l'article 713. Le 713, c'était celui qui disait « Le bourreau qui actionne la guillotine, on va le déclarer ». Irresponsable, il faut bien quelqu'un pour appuyer sur le bouton pour couper la tête de quelqu'un, mais si on doit lui-même le déclarer responsable d'un meurtre ou d'un assassinat, c'est un cycle sans fin. Donc le bourreau était protégé par l'article 713 qui a été annulé avec la fin de la peine de mort, de la légalisation de la peine de mort. Et par la suite, c'est le 122.4 qui a dit, voilà, on prend le relais quand même quelques années plus tard, mais c'est revenu de façon logique et réglementaire. Le 122.4 dit, voilà, certaines personnes peuvent tuer quelqu'un dès lors que la procédure est parfaitement respectée. Un sniper de l'armée qui voit un terroriste qui va faire exploser sa bombe dans un train ou sur une place de marché aura, dans le cadre d'une procédure hyper précise, la capacité de tuer quelqu'un. N'importe quel événement politique
On le sait très bien, c'est officiel, vous écoutez votre journal télévisé, vous avez des hommes politiques, un événement, vous prenez par exemple le 14 juillet, vous avez tout le monde politique, international qui est présent en bas des Champs-Élysées, vous avez des snipers sur les toits. Si un type fou qui court vers l'estrade où il y a tous ces hommes politiques, il peut être abattu par les forces de l'ordre et la personne qui aura abattu ce terroriste, ou on verra après qui c'est, ça peut même être un fou qui n'est pas un terroriste, qui n'a pas de bombe, mais il peut neutraliser. Maintenant ils aiment bien le terme neutraliser, mais c'est pas neutraliser, c'est abattre, c'est tuer. Celui qui aura commis le geste létal sera protégé par l'article 122.4. Eh bien là, le 122.4, on le retrouve dans le projet de loi 2041 ou 661 sur l'aide à mourir. Le droit à l'aide à mourir est un acte autorisé par la loi au sens de l'article 122.4 du Code pénal. Donc l'infirmière, le médecin pourra tuer quelqu'un, et si la procédure est parfaitement respectée, il sera protégé. On change de paradigme, on change d'approche. Ça ne s'est jamais fait. Le soignant est là pour attaquer la douleur et la souffrance, guérir le plus possible, tuer jamais. Le 122.4 lui dira: maintenant vous pouvez tuer, si vous avez respecté la procédure, vous pourrez être déclaré innocent. C'est un changement de civilisation. On change complètement d'approche. Rien que ça, actuellement le meilleur bouquin qui est sorti là-dessus, c'est L'impossible fait justificatif de Amin Humlil. Amin Humlil a travaillé sur le 122.4 dans le cadre de cette loi. Quand vous finissez le livre, vous vous dites: ok, on a la clé de voûte du monde logique qui dit: fin de la discussion, on ne peut pas mettre cette loi en place. Je ne sais pas comment des pénalistes, des procureurs, des juges d'instruction, des avocats, des huissiers, des officiers de police judiciaire, mesdames, messieurs les officiers de police judiciaire, mais moi le soignant, je vous dis, mais aidez-nous, creusez un petit peu ce dossier, parce qu'il va y avoir des cas de meurtre avéré. Alors, il y aura malheureusement plein d'infirmières, de médecins qui feront de l'euthanasie active dans le cadre de la procédure, mais vous aurez des petits filous, des petits malins qui viendront, vous verrez, il va se passer des choses pas claires du tout. Et comme l'analyse des injections se fera a posteriori, et pas a priori avant, mais après, il y aura une petite commission reliée au ministère de la Santé qui viendra étudier quelques dossiers. Mes chers officiers de police judiciaire, mais on va avoir besoin de vous dans les hôpitaux, parce que les tueurs en série vont perdre leur job, parce que les meurtres en série vont pouvoir se faire également. Enfin, vous verrez qu'il y aura des tueurs qui se serviront de cette loi. La décision peut être prise en 48 heures, il faut que le médecin soit d'accord, la personne doit écrire ça, ne pas changer d'avis en 48 heures, les proches n'ont pas leur mot à dire. Comment on peut expliquer tout ça aux personnes qui... Alors, pour faire simple, quelqu'un pourra demander à un médecin d'enclencher la procédure. Le médecin aura 15 jours pour répondre. Mais quand on lit la loi, aura 15 jours pour répondre, ça veut dire que le médecin pourra répondre dès le premier jour. Il devra répondre dans un délai de 15 jours. Maximum. Donc ça peut être le premier jour. Il donnera sa réponse au patient, et le patient, lui, devra garder au minimum 2 jours de réflexion. Donc vous avez un patient X qui va voir son médecin le lundi, le médecin aurait jusqu'à une semaine, puis encore une autre semaine maximum, il donne sa réponse tout de suite le lundi. Le patient, le mardi, le mercredi, doit réfléchir. Le jeudi, il dit: ok, on fixe la date. Très bien, écoutez, on vous propose une date demain. Et ça peut être dans la foulée. Vous voyez un peu et alors évidemment, la famille, comme les soignants, risqueront 30 000 € d'amende et 2 ans d'emprisonnement s'ils agissent contre l'intérêt. Je vais vous lire. Est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher, de pratiquer ou de s'informer sur l'aide à mourir par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne. Donc le petit SMS, s'il te plaît, ne va pas te faire euthanasier, on t'aime, on va trouver une solution. Vous êtes dedans, hein. Notamment par la diffusion ou la transmission d'allégations ou d'indications de nature à induire intentionnellement en erreur dans un but dissuasif sur les caractéristiques ou les conséquences médicales de l'aide à mourir. Voilà, autant vous dire que moi je suis complètement dedans, hein. Mais il faut bien que quelqu'un vous le dise. Si un médecin ou un soignant refuse de servir de... Alors là, on est sur, de mémoire, c'est l'article 14. Ça va rendre quand même ces professions plus compliquées. Le professionnel de santé qui ne souhaite pas participer à ces procédures doit, sans délai, c'est-à-dire immédiatement, informer le patient ou le professionnel le sollicitant de son refus et leur communiquer. Donc ça devient une obligation. Vous savez que dans un projet de loi, dans une loi, le moindre accent circonflexe compte, hein, tout compte. Donc je peux refuser de pratiquer l'injection létale, mais je dois communiquer le nom de professionnels de santé disposés à participer à la mise en œuvre de celle-ci. Donc j'aurai l'option de ne pas tuer, mais l'obligation d'indiquer la personne qui tuera à ma place. Sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais, non, professionnelle. Qui ne dit mot consent, non, moi mon patient, je suis là pour lui, je suis là pour et je suis un infirmier banal. Je suis dans la banalité du soin. L'infirmier banal, le médecin banal, je suis là pour mon patient, attaquer sa souffrance, ses douleurs à distance d'un bras, pas derrière un clavier, ça s'attaque la douleur à distance d'un bras. C'est pour ça que ça vous éclabousse et que ça vous transforme aussi. Même si la douleur et la souffrance est individuelle, unique. Je peux pas vivre la souffrance à la place de mon patient. Par contre, je vais être dans la compassion. Les soignants sont dans la compassion. On dit souvent l'infirmière, le médecin n'ont pas de pitié. C'est vrai. Mais si j'ai peur de vous faire mal en faisant une piqûre, oui, mais qui va vous faire la piqûre? Donc il faut bien à un moment donné que je passe par-dessus cette pitié pour dire je suis désolé de vous faire mal, on va vraiment faire au mieux, et puis si on travaille bien comme soignant, on arrive à faire des piqûres la plupart du temps. Vraiment, les gens s'en rendent pas compte, hein. Moi, j'ai fait des prises de sang chez des gens qui dormaient ou des gens qui me demandaient est-ce que vous m'avez piqué, et voilà. Mais par contre, au début de ma carrière, je prétends que je faisais certainement mal. J'avais pas le même niveau, quoi. Il faut un certain temps pour monter en gamme, comme on dit. On bascule par-dessus la pitié, et nous on va être dans la compassion, on va être au plus près de la souffrance et de la douleur. Ça va nous transformer, ça va nous rendre parfois durs, trop durs, voire insensibles, et ça il faut nous le faire remarquer, il faut nous le dire, il faut pas nous faire de cadeaux là-dessus, on est bien d'accord, mais je peux pas... je peux pas dire à mon patient, bah non, je peux pas le faire, mais un tel va s'occuper de vous à ma place. Non, moi je vais pas y arriver. Pour vous, professionnellement, vos victoires, c'est soit un soin réussi, soit le fait d'amoindrir la douleur et la souffrance. Oui, c'est aussi plus que ça, c'est d'aider le patient à avancer face à sa pathologie, sur l'acceptation de sa pathologie, de l'annonce, et c'est pas en 2 minutes que ça se fait, voilà l'info, acceptée. Non, il y a choc, colère, déni, marchandage, dépression, acceptation, les 5 étapes du deuil. Donc ça, c'est un temps. Il faut discuter en équipe, rendre compte au médecin qui nous dit c'est bon, c'est calé, la personne accepte son traitement et puis ses examens. Et puis nous, les infirmiers, infirmières, on se dit bah ok, a priori ça a l'air bon. Et heureusement, on a une aide-soignante qui est encore plus proche, plus au contact, qui vient nous dire bah non, tu sais, monsieur, madame, en fin de compte, ils sont encore en train de réfléchir, ils n'ont pas trop envie de faire leurs examens. Donc ils sont à un autre stade, il va falloir attendre, les aider à progresser beaucoup vers l'acceptation du diagnostic ou des examens, et parfois de l'issue qui est parfois une mauvaise nouvelle.
Et en cela, on accompagne nos patients au-delà du soin. Enfin, c'est un chemin qu'on fait au contact avec eux. Vous préparez actuellement une lettre que vous allez adresser aux 577 députés de l'hémicycle. Que contient-elle ? Alors, la lettre n'est plus préparée, la lettre existe, elle est déjà en ligne. Moi, j'indique aux 577 députés qu'il y aura un avant, un après. Normalement, si on était dans un monde logique, au-delà de l'article 2 sur l'article 122.4, tout s'arrête, tout se termine, et c'est inapplicable. Cette loi ne sera jamais mise en application, voilà. Sauf qu'on est en 2026, les gens qui nous regardent savent bien qu'on est dans un monde fou, donc des députés pourraient se lancer à se dire, bah ok, on vote pour, par idéologie ou par méconnaissance. Donc moi je leur fais comprendre, chers députés, attention, il y aura un avant, un après. Quand vous aurez appuyé sur le bouton voter pour, il ne faudra pas nous sortir à moitié pour, à moitié contre, mais moi je pensais que dans ce cadre-là, non. Ce sera terminé en conscience, votre intimité sera présentée face à votre circonscription et vous aurez indiqué que vous êtes OK pour la technique dite du pied dans la porte, comme l'a demandé le docteur Touraine. On commence par une loi sur euthanasie, qui est quand même sur l'euthanasie de masse, parce que l'euthanasie de masse, c'est l'article 4. On n'en a pas trop parlé, mais l'article 4 ouvre sur toutes les maladies chroniques. On en a beaucoup parlé avec le Sénat, c'était une deuxième clé de voûte, mais inférieure à l'article 2 sur le 122.4. L'article 4, juste en dessous, c'est l'ouverture aux 35 millions de maladies chroniques, tout en ayant prétendu évidemment le contraire. Quand on vous dit il y a des éléments cumulatifs superposés, virgule ou en phase terminale, pour atteindre l'éligibilité au droit à l'aide à mourir, ces éléments cumulatifs, quand on les analyse bien, c'est clairement le listing des 35 millions de maladies chroniques. Je vous donne un petit exemple, et puis après on va revenir rapidement sur la lettre, mais il est bien dit dans l'article 4, alinéa 3, être atteint d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qui engage le pronostic vital en phase avancée, caractérisée par l'entrée dans un processus irréversible, marqué par l'aggravation de l'état de la santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, virgule, ou en phase terminale. Bien, tous ces éléments cumulatifs qu'on nous a présentés comme des barreaux, des garde-fous. En fait, oui, c'est des barreaux, des garde-fous, mais avec des barreaux écartés de 15 mètres, où tout le monde passe à travers. Ces éléments cumulatifs, affection grave et incurable, pronostic vital engagé, processus irréversible, etc., c'est l'hypertension artérielle, l'insuffisance cardiaque, les maladies coronariennes, l'athérosclérose, la mucoviscidose, c'est les maladies d'Alzheimer, les autres démences, les diabètes, les maladies surrénaliennes, la sclérose en plaques, les épilepsies chroniques résistantes, les lupus érythémateux, les spondylarthrites, les cirrhoses hépatiques, hépatite B, les cancers, les gens qui sont malades du sida. 35 millions de maladies chroniques, c'est pas 35 millions de personnes. On a entre 7 à 17 millions de personnes, si vous voulez, concernées en France, pour faire un calcul rapide. Évidemment, moi, ces chiffres, je les sors de Santé publique France, de la Haute Autorité de Santé, du compte amélie.fr, de tous les grands sites officiels de toutes ces maladies chroniques. Ben, ça nous fait plusieurs centaines de milliers de personnes qui seront éligibles. Et quelqu'un qui a du diabète et de l'hypertension, qui va être amputé de ses orteils ou de sa jambe pour une problématique vasculaire, et qui va avoir une aggravation de l'état de sa santé avec un changement de sa qualité de vie, et voilà. Ben, c'est des gens qui pourraient vivre encore 2, 4, 5, 10, 15 ans, à qui on va pouvoir proposer de l'euthanasie, parce que ces gens-là ne sont pas en phase terminale. Actuellement, au Canada, c'est la 5e cause de mortalité. Et dedans, on a beaucoup de gens pauvres, handicapés, qui n'ont pas les moyens de payer leur chimio, à qui on propose l'euthanasie. Il y a un exemple flagrant, j'ai plus son nom, mais c'est une ancienne championne olympique qui était handicapée, qui a demandé aux aides sociales au Canada, est-ce que vous pouvez m'aider à me financer une rampe pour rentrer chez moi, pour faire avancer mon fauteuil roulant? Il lui a été répondu, bah non, on vous donnera pas d'argent pour vous aider à avancer votre fauteuil roulant pour rentrer chez vous. Il serait peut-être temps de commencer à penser à l'euthanasie. Mais
Enfin, ça va pas ou quoi? Donc, vous voyez, on est vraiment sur un élargissement de l'éligibilité, et on vous a dit que, comment dire, que c'était des garde-fous. Donc moi, dans mon courrier... Attendez, c'est une loi capitaliste, ça permet de faire des économies énormes, comme au Canada? On peut se poser la question. Non, mais là, on n'est même plus... c'est indécent. Le business de la mort... Google, Amazon, Facebook, Apple, tout ce que vous voulez, c'est du pipi de furet par rapport au business de la mort. Hein. Dans un business, n'importe lequel, que ce soit, je redis souvent cette phrase, mais c'est pour que vous schématisiez bien, que vous preniez votre boulanger, votre charcutier, chauffeur de taxi ou un golden boy à la City, l'aventure entrepreneuriale, le problème de quelqu'un qui est dans un business, dans un marché, ça n'est pas l'équilibre de l'offre et la demande. La personne a fait son étude de marché, elle lance son business. Non, le problème de l'aventure entrepreneuriale, et c'est ce qui en fait tout son sel, c'est la gestion des inconnus. Ce qu'il va y avoir, un problème de météo, un bug informatique, un problème d'électricité, un problème de matériel, etc., de gestion de stock, de ce que vous voulez. Et en cela, eh bien l'entrepreneur, il fait sa journée, sa semaine, son année, il essaye de faire son chiffre. Parce qu'il y a des données inconnues. Dès lors que la date et l'heure deviennent une donnée connue, et on bascule sur de la gestion de flux. Tout simplement, il y a des EHPAD qui ont déjà intégré des services de pompes funèbres dans de grands EHPAD cotés en bourse, qui ont intégré des services de pompes funèbres dans l'EHPAD. Vous croyez que c'est pour rendre service aux familles ? Non, c'est parce que ça permet de plus facilement gérer le taux d'occupation des lits, mais le tout est présenté avec une bonne intention. Bon, la problématique, c'est que ça va aller beaucoup plus loin. On ne peut pas... vous savez bien, quand quelqu'un décède, on l'a tous vécu, au-delà de la tristesse, voire du choc. Moi, j'ai quelqu'un dans ma famille qui est décédé il y a quelques semaines d'un accident en montagne, état de choc dans toute la famille. Et très vite, les obsèques. Tout le monde ignore, est-ce que je vais pouvoir me rendre aux obsèques, justement, parce que c'est pas prévu, c'est à chaque fois comme ça. Ça fait partie, justement, de ce malheur. Et dans des cas, on arrive à se joindre aux obsèques, d'autres cas, on ne peut pas. C'est compliqué, c'est comme ça. Mais depuis toujours, ça nous est tous arrivé. Dès lors qu'on peut dire, bon, la date du décès et l'heure du décès est prévue tel jour à telle heure. Donc tout le monde s'organise, on pose ses RTT, ses congés, on prend une journée, on essaye de se méfier par rapport au pont du mois de mai parce que, vous voyez un peu comment les gens commencent un petit peu à penser. Eh bien, on commence à s'organiser. Ça devient aussi plus pratique. Mais moi, je peux pas imaginer d'avoir quelqu'un à tuer avec une injection létale en disant il est déjà 11h15, on avait dit 11h30, toute la structure est prête, le camion vous attend, allez monsieur, madame, c'est le moment d'y aller. Non, je peux pas imaginer ça. Je sais pas si vous pouvez l'imaginer, mais non. Et donc moi, dans ce courrier, j'alerte les députés sur le fait que quand ils vont appuyer sur le bouton, eux, ils valident cette ouverture de porte. Je vous donne un autre exemple aussi. L'article 9. L'article 9, on en parle relativement peu. Après avoir vérifié la décision de mon patient à mourir, il faudra que je veille, je vais vous donner le terme exact pour que vous compreniez un petit peu le côté fou. Le jour de l'administration de la substance vitale, le médecin ou l'infirmier est chargé d'accompagner la personne. Premier point, vérifie que la personne confirme qu'elle veut procéder ou si elle n'est pas en capacité physique de le faire elle-même, de faire procéder à sa place, donc de me faire injecter à sa place. Et veille, donc c'est une obligation, je vais être obligé de vérifier que la personne est OK pour que je la tue, et je vais veiller à ce qu'elle ne subisse aucune pression de la part des personnes qui l'accompagnent pour procéder ou renoncer à l'administration. Ça veut dire que le fils, la fille, le papa, la maman, la sœur, les parents qui sont à côté et qui auraient peut-être l'outrecuidance de pleurer ou de renifler un peu trop fort, j'ai l'obligation de veiller à ce que leur comportement ne reflète pas une pression qui serait susceptible de faire renoncer la personne que je vais injecter. Mais vous voyez le tableau ? 1, il faut que je tue, et 2, il faut que je dise aux gens, pour pleurer, vous avez une boîte de Kleenex dans le couloir à côté, vous revenez, on met une vitre, on fait comment ? Je vous demande de vous taire. Hein. Mais, non mais ça va pas ou quoi ? On me demande d'être
psychopathe premium, déjà psychopathe non, mais voyez un petit peu, ça c'est dans l'article 9. Et si je ne respecte pas ça, et c'est ce que j'indique, aussi aux députés qui j'écris, faites bien attention, vous allez avoir une évaporation gigantesque de soignants, mais qui va rester dans le fond de cuve, qui seront des faux soignants et qui pratiqueront ça? Mais qui va s'occuper des gens et qui va faire ça? Je signale quand même que aux Pays-Bas, il y a plus d'une trentaine d'équipes mobiles qui se déplacent d'établissement en établissement pour pratiquer les euthanasies. Puisque dans le cadre du projet, du projet de loi d'euthanasie, il va être interdit aux directeurs d'établissement de stopper des équipes d'euthanasieurs. C'est pour ça qu'il va y avoir, Gregor Pupink l'a très très bien expliqué, ce sera la fin des établissements privés religieux, quels qu'ils soient. Là, on a mis en avant les établissements privés religieux catholiques. Mais s'il y a des établissements privés religieux musulmans ou privés religieux juifs, ils vont être obligés de fermer aussi. Et ouais, parce que eux, ils sont contre l'euthanasie. Le directeur dira « je m'oppose à l'arrivée d'une équipe mobile qui euthanasie » et on lui dira « monsieur, 30 000 € d'amende, 2 ans d'emprisonnement, vous avez obligation de nous laisser ouvrir les portes. » Et d'ailleurs, dépêchez-vous parce que nous sommes l'équipe mobile d'euthanasieurs de tel établissement privé, association la 1901, je le vois gros comme une maison arriver. C'est magnifique les associations la 1901, mais ils vont utiliser ce profil-là, j'en suis sûr et certain. Et donc on se dépêche parce qu'il va falloir aller dans un autre établissement cet après-midi aussi. Donc vous êtes très inquiet pour ce qui nous pend au nez, on va le dire comme ça. Donc je suis très inquiet. Moi, à terme, ça risque de me casser ma carrière et celle de beaucoup de mes collègues. C'est la raison pour laquelle j'ai fait mon courrier, suppression projet loi euthanasie@gmail.com, et je l'envoie aux 577 députés. Moi, je vous propose, vous envoyez un mail, suppression projet loi euthanasie@gmail.com, vous recevez mon courrier. S'il vous convient, je l'ai écrit avec une approche un petit peu juridique, mais je m'adresse à des députés qui vont appuyer sur le bouton. C'est compréhensible par tout le monde, mais c'est pas une approche grand public, mais tout le monde va comprendre. Si mon courrier vous convient, eh bien, aidez-moi en l'envoyant par réseaux sociaux, par SMS, par mail à votre député, aux attachés parlementaires, toujours avec respect et courtoisie, parce qu'on est des gens bien élevés. Et pour celles et ceux qui acceptent, si vous voulez bien l'envoyer en lettre recommandée accusé réception, c'est un petit peu de frais, donc je ne demande pas à tout le monde de le faire. Des gens sont déjà en train d'envoyer en accusé réception ce courrier à leurs députés. Ils m'envoient une photo de l'accusé réception, et moi je suis en train de créer une carte interactive pour que les 577 députés sur les 577 circonscriptions soient visibles sur leur décision à provoquer cette déflagration. Cette déflagration, cette fin du serment d'Hippocrate et cette bascule dans la société catastrophique. C'est voté quand ? Alors là, ils repartent le 16 février, il y a urgence, 16 février, ça repart en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, puis ça retournera en deuxième lecture au Sénat. Dans la logique, on aimerait que ça aille au Sénat plutôt vers le mois d'octobre, mais on s'attend à ce que la présidence du Sénat dise non, on va le faire bien sûr avant de l'été. Et si le Sénat dit à nouveau je suis contre, il y aura une commission mixte paritaire décrétée par le gouvernement avec 7 députés pour, 7 députés contre. En général, ça va très vite et ça s'enchaîne derrière, quoi. Donc on est nombreux à être particulièrement inquiets. Et moi, j'ai besoin que pour les années à venir, soient pointés pour toujours celles et ceux qui auront appuyé sur le bouton ou qui n'auront pas appuyé sur le bouton. Cette loi ne pourra pas être votée entre 2 et 5 heures du matin ou même à 23h30 par une soixantaine de députés parce que les autres sont partis. C'est gravissime. On parle de centaines de milliers de personnes. Je rappelle que les Anglais ont stoppé leur loi Claes-Leonetti à eux, leur Liverpool Car Pathway en 2014 parce que sur
450 000 morts par an, ils avaient un tiers dans le cadre de sédation. On n'était pas sur une euthanasie officielle, on était sur une euthanasie officieuse. Eux-mêmes se sont dit, un tiers de nos morts le sont par sédation. Pour une raison très précise, c'est parce qu'ils avaient basculé dans l'autofinancement. Mais nous, on va se diriger vers ça. Non, c'est... Donc attention, chers amis députés, suppression, projet de loi euthanasie@gmail.com. Beaucoup de députés ont particulièrement compris l'horreur sur le business de la mort et le fait que ça allait casser les soignants. On a plein de députés, étonnamment, mais non pas étonnamment, de gauche, qui ont compris que c'était pas un sujet de droite, de gauche du tout. Nous sommes là pour les plus pauvres, les plus faibles, les plus fragiles, les plus abandonnés, et tous les autres, mais principalement pour eux, et il est exclu d'abandonner qui que ce soit. L'être humain est sacré, quel que soit l'être humain, même celui avec qui je ne peux pas m'entendre, il est sacré à mes yeux, et je dois faire en sorte de l'aider. Un être humain, il sort un jour du ventre de sa maman, c'est un petit bébé, il est sacré définitivement pour toujours. Et même si un jour, très âgé, très vieux, il se sent indigne, on peut lui dire « je comprends que tu te sentes indigne ». Ton problème, c'est que tu l'es quand même. Ta dignité est intacte jusqu'à ton dernier souffle et même après. C'est-à-dire la protection de ton corps après ton décès. Tu es sacré, tu es digne. Donc, nous, on se bat pour toi maintenant et après. Je mettrai tous les liens utiles et indispensables dans le descriptif de la vidéo. J'ai une dernière question toute simple. Est-ce que vous diriez, à l'heure actuelle, qu'en France, la loi Claes-Leonetti suffit amplement et qu'on pourrait s'arrêter là ou que même vous pourriez la critiquer? Non, moi malheureusement, je la critiquerai. Oui. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Clairement, nous on n'est pas dans les bonnes intentions, hein. Nous on est dans les actions et si possible on essaye de faire de bonnes actions. Comme tout le monde on peut rater. Mais la loi Claes-Leonetti était sur une bonne intention. Le problème c'est qu'elle était déjà elle-même une boîte de Pandore. Sur la proposition de sédation profonde et continue jusqu'au décès, je rappelle qu'elle est en 2016. Vincent Lambert, 9 jours de midazolam pour décéder, 9 jours, hein. En juillet 2019. Le projet de loi, le décret Rivotril, 9 mois plus tard, 28 mars 2020. D'accord. Et puis ensuite, on a lancé à fond les protocoles de sédation. Le midazolam s'est étalé partout en France alors qu'il n'avait rien à y faire. Le midazolam doit appartenir aux anesthésistes, réanimateurs et infirmières anesthésistes. Donc la loi Claes-Leonetti partait d'une bonne intention, mais elle était elle-même déjà une boîte de Pandore prête à se fissurer. La crise sanitaire, pour moi, l'a éclatée. Tant et si bien éclatée que certains députés socialistes au Sénat ont dit « Écoutez, on a tellement d'euthanasie officieuse, enfin je veux dire, c'est clair, on peut peut-être passer à une euthanasie officielle. » Vous voyez. Donc, on pourrait revenir sur une loi Claes-Leonetti, mais avec des boulons hyper serrés et avec un moratoire sur les protocoles de sédation. Moratoire. On doit réfléchir sur les molécules utilisées. Voilà. Vous êtes pour des garde-fous, des valeurs humanistes et le respect de la dignité humaine. Et puis laisser les médecins parler. Hein, parce que, mine de rien, moi je reçois des messages de médecins qui me disent « Eric, on peut pas dire ça, parce qu'on a le Conseil de l'Ordre derrière nous, donc on se tait. Merci de... » Oui, donc j'ai des médecins, des pharmaciens, des anesthésistes qui confirment ce que je dis et ce que tout le monde sait. Hein. C'est pour ça que je suis le porteur de mauvaises nouvelles. Alors qu'est-ce que je peux dire au Conseil de l'Ordre des médecins ? Je suis désolé, j'aimerais parler d'autre chose. Si vous avez des petits doutes, attaquez-moi, et puis je vous montrerai des dossiers médicaux faits par d'autres de vos collègues. Ce sera intéressant qu'on discute de tout ça. Mais avant de s'attaquer, il faut laisser la parole libre aux médecins. Il faut laisser parler les médecins. Eux, ils savent très bien. C'est pas normal que ce soit un infirmier qui l'ouvre. Ça devrait être les médecins. Normalement, c'est pas à moi de dire ces trucs-là. Moi, j'aurais jamais pensé rentrer dans ce type de combat. Je devrais être ailleurs, moi, je devrais faire autre chose. Donc, tant pis, s'il y a un sale boulot à faire, je vais le faire. Hein. Mais laissez parler les médecins.
ils savent. Merci beaucoup, Éric Mercier. Merci, à bientôt.